Avant de commencer, je vous recommande fortement de regarder la partie 1 que vous trouverez juste ici, cet épisode étant la partie 2. Avec Arnaud, on vous souhaite un bon visionnage. Il est maintenant temps d'aborder la partie qui semble la plus compliquée et pourtant vous allez voir que ça l'est pas tant que ça. Partout, vous verrez ou entendrez que plus de 95% des particules chargées s'en vont vers l'espace et que les 5% restants finissent sur Terre pour donner naissance à des aurores. Alors oui, c'est vrai, mais pourquoi si peu? C'est grâce au champ magnétique qui entoure la Terre. Alors si celui-ci n'était pas présent, on ne serait clairement pas là pour en parler, mais sachez que le Soleil a, lui aussi, un champ magnétique bien plus puissant. Pour obtenir des aurores, il faut que ces lignes de champ magnétique soient dans une certaine configuration, et celle-ci porte un nom, les IMF. IMF signifie Interplanetary Magnetic Field, ou champ magnétique interplanétaire pour les non-anglophones. Cette valeur dispose de plusieurs composantes, l'IMF BT, BZ, BX et BY. Mais les plus importantes sont le BT et le BZ. L'IMF BT, c'est le champ magnétique total. Plus celui-ci est élevé, plus les perturbations magnétiques sont importantes. Le BZ, c'est lui qui va soit ouvrir, soit fermer la possibilité de voir des aurores. Si celui-ci est négatif, dans un sens nord-sud, les aurores sont possibles car les particules sont attirées dans le champ magnétique. S'il est positif, dans le sens sud-nord, il n'y aura quasiment pas d'aurore car les particules sont repoussées par le champ magnétique. Ouais bon, ça y est, t'as paumé tout le monde. Mais non, t'inquiète, je vais imager ça avec un exemple simple du quotidien. Imaginez ma tête derrière un parapluie à l'horizontale et derrière ma tête un second parapluie. Ok, je vois. Donc la tête de Nico représente la Terre et les parapluies une partie des lignes de champ magnétique terrestre. Je suis face à un énorme ventilateur qui envoie de l'air en flux constant. Et dans cet air se trouvent des gouttelettes d'eau. L'air représente les vents solaires et les gouttelettes d'eau des particules chargées. Si le souffle est stable, les gouttes ruissellent le long du parapluie et continuent leur course derrière moi, sans même me toucher. Le BZ dans ce cas-là est positif. Imaginez maintenant que ce ventilo perde la boule et qu'il ait des accélérations et des ralentissements. Comme quand le soleil pète une pile et nous balance une salve d'énormes MC en pleine figure. Les gouttes seront moins bien maintenues dans le flux d'air et certaines pourraient ruisseler sur le parapluie derrière et finir par me tomber sur le dessus du crâne. Le BZ devient négatif. Dans l'espace, c'est à peu près le même principe pour les lignes de champ magnétique. Les différentes éruptions vont avoir une incidence sur le champ magnétique interplanétaire et le BZ, s'il est positif, pourrait devenir négatif à cause des perturbations importantes liées aux éruptions solaires. Le 10 mai dernier, les valeurs BT et BZ ont atteint des sommets, atteignant plus de 70 nanotesla en IMF BT et des valeurs largement sous les moins 40 nanotesla en BZ. Ouais, tu peux nous donner les valeurs que tu veux, ça nous éclaire pas vraiment plus. Ok, on s'est compris. Tous ces éléments réunis ont permis de générer une nuit d'aurores boréales complètement folle, visible à l'œil nu sous nos latitudes. Elles ont même été visibles jusqu'au Texas et même en Floride. Ouais, bon, moi je les ai pas vues. Bah mais bon, en même temps on a fait la show jusqu'au bout de la nuit, donc c'était carrément mieux. Moi j'avoue. Et on avait quand même réussi à faire de l'astro en plus. Ouais, et moi j'avais raté mon avion. Bah oui, mais toi, t'es un boulet. Enfin bon, en même temps, je vais rien dire parce que moi j'avais fait la même chose l'année d'avant. Alors, true story, j'ai réservé mon avion en rentrant de mon reportage au Mexique, j'étais complètement décalqué, et truc qui m'était jamais arrivé sur des dizaines et des dizaines de réservations, je me suis trompé de date. D'ailleurs, en rentrant au gîte, le GPS faisait n'importe quoi. Genre on devait passer par des forêts sombres et lugubres. Franchement, c'était trop bizarre. Ouais, et moi, les forêts sombres et lugubres, sachant qu'en plus j'étais dans ta caisse, non merci. Ah ouais, c'est vrai que t'étais là toi aussi. Ouais, sachant que ce genre de phénomène peut en effet créer des grosses perturbations dans les télécommunications, dans Internet, la TNT, la radio, Netflix. On ne dérange pas trop, ça va? Bah quoi, tu parles d'un événement marquant de ma vie, forcément je m'incruste. C'est la balade en forêt, l'événement marquant de ta vie? Ok. En fait, je me casse par là. J'ai oublié un truc, mais je me casse bien par là. Maintenant, voyons voir si des aurores de ce type peuvent se reproduire. Nous avons vu tout ce qui concerne les ingrédients de leur formation, mais comment et où trouver ces informations? Déjà, vous avez le site spaceweatherlive.com qui est vraiment complet et permet d'avoir toutes les informations concernant notre soleil. Sinon, pour les geeks au smartphone, vous pouvez toujours installer le Aurora Forecast via Play Store. Je ne sais pas par contre s'il est disponible sur Apple, et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous avez aussi le site Aurora Forecast,
ainsi que Aurora Magnax. Pour savoir s'il va y avoir des aurores, il faut déjà vérifier si une tache solaire se trouve face à nous. Si c'est le cas, il faut également surveiller la vitesse des vents solaires, la charge en particules de ces vents, l'IMF BT et l'IMF BZ. En surveillant tout ça, on peut espérer prédire des aurores boréales. Vous pouvez aussi surveiller une valeur appelée KP, mais attention, c'est pas forcément une valeur sûre. Le 10 mai, on était au maximum, c'est-à-dire à KP 9, et plus cette valeur est élevée, plus les chances d'avoir des aurores chez nous sont importantes. Faut dire aussi qu'elles étaient visibles à l'œil nu, mais attention, elles n'étaient visibles qu'en noir et blanc. Même si elles étaient intenses sous nos latitudes, pour voir les couleurs, il faut vraiment être juste en dessous d'un énorme orage magnétique. Tu vois des aurores en noir, toi? Ouais bon, tu m'as compris. Oh. Vous l'aurez compris, ce genre de phénomène est extrêmement complexe à prédire, et tout dépend des facteurs évoqués dans cet épisode. Maintenant, pour savoir si ça va continuer dans les prochains mois, la réponse est oui. Mais quand, personne n'est capable de dire quand une éruption aura lieu, sans compter que si vous espérez voir quelque chose, faut encore surveiller un autre paramètre. Bah ouais, la météo. Si c'est couvert... Le maximum solaire est censé durer jusqu'en août prochain, avant une descente progressive. Il est donc pas impossible qu'entre aujourd'hui et la fin de l'année prochaine, les conditions soient à nouveau réunies pour que des aurores boréales soient visibles en France. Et si jamais les conditions deviennent propices, Nico ou moi-même, on communiquera l'info pour que vous soyez au courant. Donc, si je vous parle d'aurore et qu'il y en a, c'est que j'ai eu le nez creux, et si je vous en parle et qu'il n'y en a pas, c'est que c'est Nico qui s'est gouré. Merci beaucoup à vous tous, et si l'astronomie vous plaît et que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hop là les gens, et... à la revoyure.